Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier un petit peu cet aspect « j'ai le cloud qui va écrire dans mon Active Directory ». J'ai le cloud qui a la possibilité de créer des objets dans mon Active Directory à moi on-premise. Il y a beaucoup de gens qui entendent ça et qui ont peur de ça, qui ne comprennent pas trop, qui n'ont pas la main, ils n'ont pas la maîtrise de la technologie et donc du coup, ils ont peur d'implémenter ça dans leur environnement. Aujourd'hui, je vais vous montrer au travers ces quelques slides. Il y en a toujours trop par rapport au temps que j'ai, donc il y a des fois où je vais aller plus vite, ou des fois je vais peut-être sauter un slide ou l'autre, mais bon, ça c'est autre chose. Je vais vous montrer comment on implémente ça dans les grandes lignes. On va faire un petit labo ensemble pour vraiment montrer comment ça fonctionne. Et j'espère que quand vous partirez d'ici, dans 1h30 plus ou moins, vous aurez la folle envie d'implémenter Azure AD Connect chez vous, de commencer à faire vos tests en taille réelle. Voilà, donc l'agenda d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Qu'est-ce qu'est Azure AD Premium, Azure AD normal et Azure AD Premium, les différentes versions qu'on va trouver. Comment intégrer avec mon Active Directory, quel est le mécanisme, comment est-ce qu'on peut customiser cette intégration, parce qu'on a le out of the box classique, next, 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 4 clics et c'est en place. Et on a la customisation où là on peut vraiment aller choisir quels champs seront synchronisés, quels attributs vont être utilisés et comment vraiment l'implémenter de manière contrôlée dans notre entreprise. On va voir ce qu'est le Multi-Factor Authentication et comment ça fonctionne. On en entend beaucoup parler dernièrement, l'authentification à multifacteur, c'est-à-dire qu'un utilisateur se trouve quelque part, il doit accéder à un service et il va entrer son login et mot de passe, plus une authentification supplémentaire qui se passe sur le téléphone, sur un dongle, ou peu importe, il y a plusieurs moyens de pouvoir fournir le MFA. On va faire une petite démo là-dessus, comment l'activer et tester avec un Windows Phone. Et on va aussi voir la dernière partie, si on a le temps, comment rajouter des devices qui se trouvent à l'extérieur de notre entreprise dans notre entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on est ici ? Justement, on est ici parce que on a la problématique aujourd'hui que dans l'externalisation, rendre l'IT comme un consommable, on se retrouve avec des challenges du type, on a plein de services qui se retrouvent dans le cloud. On a besoin d'accéder à tout, de n'importe où. Je suis un employé moderne, je prends mon PC, je vais en vacances, je rentre chez moi, je suis dans le train, je suis dans le métro, peu importe où je me trouve, je veux pouvoir travailler. Et donc c'est à nous de fournir cette possibilité. Et on a aussi un gros souci aujourd'hui au niveau informatique, c'est le shadow IT. C'est ce qu'on ne voit pas. En tant qu'administrateur système, il y a plein de gens qui installent des choses sur leur propre machine, qui arrivent dans la société, qui les branchent au sein de la société. Et il y a des fois des choses qu'on ne sait pas contrôler ou on découvre des choses qu'on ne s'y attendait pas. Ça arrive très souvent, même dans un environnement contrôlé. On se retrouve face à des situations où, tiens, j'ai jamais vu ce Mac passer par ici, ou des choses comme ça. Ça a déjà arrivé à peu près à tout le monde. Et donc, ça, c'est vraiment les gros challenges qu'on a aujourd'hui. Les autres demandes qu'on entend par des gens qui ne sont pas spécialement des informaticiens, c'est on a envie d'acheter un device dans le supermarché et je veux pouvoir l'utiliser pour travailler. Je veux que mes étudiants utilisent des ressources de mon Active Directory mais sans avoir un compte dans cet Active Directory. Je veux pouvoir déployer une infrastructure on-premise dans le cloud. Je veux pouvoir faire utiliser à mes employés des tablettes, qu'ils aient la même expérience sur la tablette que sur leur PC. Donc tout ça, ce sont des demandes qui arrivent de plus en plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on remarque par rapport à tout ça ? C'est finalement que c'est beaucoup plus complexe qu'il apparaît sur ces 2 slides précédents. En fait, on se retrouve avec une multitude de services utilisés par une multitude de gens sur une multitude de devices, et nous, on est supposé devoir sécuriser et contrôler cet environnement. Combien de fois je suis pas allé chez un project manager qui a installé son petit outil pour faire de la gestion de projet, alors qu'on a un Microsoft Project Server, mais qui sait pas l'utiliser. Ou, par exemple, on me dit, oui, j'ai partagé ce fichier via Dropbox. Ah oui, mais Dropbox n'est pas supporté. Ah oui, mais mon collègue a Dropbox aussi. Et donc, finalement, on se retrouve dans des situations où c'est un gros mélange et le business demande à ce qu'on ouvre les portes pour avoir ce genre d'applications parce qu'ils estiment qu'ils sont plus performants avec les applications qu'ils retrouvent un peu partout qu'avec les applications que nous, on leur fournisse en interne. Donc ça, c'est la problématique réelle. Alors, quel est l'objectif ici ? C'est de unifier cet environnement, qu'il soit cloud, qu'il soit à la maison, qu'il soit en entreprise, qu'il soit à l'intérieur, à l'extérieur. Le but, c'est vraiment d'unifier, d'avoir un emplacement unique où les gens, peu importe à quelle source, à quelle infrastructure ils vont accéder, ça sera toujours dans un environnement contrôlé.
Il y a plusieurs moyens d'attaquer cette problématique. Aujourd'hui, on va juste utiliser le Identity and Access Management, donc l'IAM côté Azure, qui est en fait finalement la base, l'information qui va transiter. La base, c'est l'identité qui va être utilisée pour transmettre l'information. Alors, Azure nous propose donc Azure AD, Azure Active Directory, qui est un service très très similaire à l'Active Directory local pour tous ceux qui connaissent. Avec la version AD, il y a la gratuite, la basique et la premium. On va parler plutôt de la premium ici aujourd'hui, vu que les fonctionnalités qu'on va voir font partie de la premium. Et donc, qu'est-ce qu'un Azure Active Directory? C'est donc un environnement de gestion d'identité compréhensible, encore une fois selon Microsoft. Alors, petite parenthèse, c'est des slides de Microsoft que j'ai un petit peu modifiés. Je ne me suis pas amusé à faire des super slides comme ça, je ne suis pas un professionnel PowerPoint. Je pars du principe qu'il ne faut pas réinventer la roue, donc c'est des slides que j'ai empruntés à Microsoft. D'ailleurs, je les remercie. Donc, l'Azure Active Directory, gestion de l'identité de l'accès, solution dans le cloud. Ça combine les services du directory, la gouvernance de l'identité, la gestion de l'accès aux applications avec différents standards implémentés de manière mondiale où on peut accéder à partir de notre écran. Il y a 3 versions disponibles, la gratuite, la basic et la premium. Donc ici aujourd'hui on va tester plutôt la premium. Donc la premium, c'est une offre avancée avec plus de, on va dire, fonctionnalités qui sont plus proches de ce qu'on a on-premise. C'est vraiment très marketing en fait finalement, parce que vous payez juste pour avoir 2-3 services en plus que vous avez déjà en interne, mais accessible depuis le cloud. Donc, autre point important quand même, c'est le SLA. Qui n'est pas fourni avec la version gratuite ou basic, mais qui est fourni avec la version premium. Et aussi le droit de pouvoir utiliser un Identity Manager Server avec des cales, qui est inclus dans la version premium. La version premium peut s'activer de 2 manières, enfin, jusqu'à présent en tout cas, soit sur base utilisateur, soit sur base entreprise. Donc vous l'activez pour tout un directory, soit utilisateur par utilisateur en fonction des besoins. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des informations que vous pouvez trouver sur Internet. Donc c'est la différence entre la version free, la version basic, la version premium et ce que intègre Office 365 nativement. Et donc on va voir que il y a plusieurs fonctionnalités qui pourraient être intéressantes, comme le self-service group management, les password reset, le reporting pour ceux qui sont vraiment très accros, on va dire, à leur rapport et qui doivent générer des statuts. Le multi-factor authentication, évidemment, chose très importante qu'on va voir aussi aujourd'hui. L'application proxy, qui vous permet de publier des applications internes vers le cloud avec une gestion d'identité du cloud. Ça, je pense aux externes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, quand vous devez autoriser un externe à accéder à votre application de prémisse, c'est toute une histoire. Il faut un compte, il faut un reverse proxy qui publie, il faut lui créer un compte sur l'AD local, ou il faut avoir un AD en DMZ avec une synchronisation. Ça devient très 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 complexe. Finalement, ici, qu'est-ce qu'on fait? On lui crée un compte dans le cloud, on dit que ce compte a accès à telle application, et au travers du cloud, il accède à votre application de manière complètement sécurisée. Ça devient très très simple en fait. Alors, Azure AD IAM, comment l'intégrer avec mon Active Directory? Quel est le mécanisme? Donc tout ça, c'était le blabla, on va dire plutôt marketing. On va passer à quelque chose d'un peu plus technique. Donc, la fondation ici, dans notre cas, c'est l'identité. L'identité de l'utilisateur, c'est ce qui va nous permettre, nous, de lui dire, voilà, on va gérer cette identité. Cette identité, elle existe dans l'Active Directory ou dans d'autres sources, d'autres des serveurs de type LDAP ou autres, qui seraient utilisés. Elle existe dans Azure, dans le public cloud, Office 365, Software as a Service, tout ça a des identités aussi finalement. Et donc ici, le but avec Azure Active Directory, c'est de centraliser tout ça dans Azure Active Directory et pouvoir gérer toutes ces identités à partir d'un point central. Au travers d'Azure Active Directory, nous allons pouvoir autoriser un utilisateur à accéder à des ressources en interne et en externe de manière complètement transparente. L'utilisateur ne s'en rend même pas compte en fait, avec le single sign-on. Il ouvre une page web d'un côté, il ouvre une page web de l'autre, il a la même expérience des deux côtés. Et donc, je synchronise mon identité locale avec mon identité du cloud. On va utiliser l'outil qui s'appelle Azure AD Connect. Pour ceux qui étaient ici l'année passée, c'est l'équivalent du DIRSync. C'est ce qui va remplacer, ce qui est déjà en train de remplacer DIRSync.
À l'époque d'Office 365, quand on intégrait notre Active Directory avec Office 365, on utilisait le petit outil d'IRSync qui nous permettait de faire une synchronisation de base, basique entre guillemets, où on pouvait éventuellement, au travers de configurations particulières assez fastidieuses, de pouvoir limiter ce qui est synchronisé. Donc ici maintenant c'est natif, c'est des wizards, ils ont vraiment simplifié la chose. Et le gros avantage de Azure AD, c'est la grosse nouveauté qui a été implémentée, qui fonctionne, et tout doucement ils intègrent plus de services qui sont resynchronisés vers votre on-premise. Donc l'idée c'est qu'un jour vous créez un compte dans le cloud, et à la fin de la synchronisation, ce compte se retrouve chez vous en interne. Donc il n'y a plus... Donc ici, l'utilisateur qui fasse un sign-on sur Office 365 ou sur l'Active Directory local, pour lui, c'est transparent, c'est le même compte et c'est le même mot de passe. Alors, comment ils ont simplifié tout ça? Donc, en fait, c'est un simple petit service qui tourne, qui regroupe DIRSync, Azure AD Sync et Forefront Identity Manager avec le connecteur Azure, qui se connecte aux Sync Services de Azure. C'est très simple. Il faut en gros le port 443 qui soit ouvert. Et c'est tout. Donc ici, je vais vous montrer pour le labo à quel point c'est simple d'interconnecter. Ici, en 4 clics, vous savez installer l'Azure AD Connect et par défaut, il va synchroniser votre Active Directory avec le cloud. Donc là, il n'y a pas encore la possibilité de réécrire des objets du cloud en interne. Il y a juste la possibilité d'envoyer dans le cloud. C'est vraiment extrêmement simple à mettre en place. On va voir le wizard après durant la démo. Et donc ça, pour les besoins de monsieur tout le monde, on va dire que c'est suffisant. Pour que vous fassiez un test, par exemple, vous créez un Active Directory, vous mettez 4 users dedans, vous installez ce petit logiciel sur le domaine controller comme j'ai fait ici en labo, vous lancez next, pas en production, j'entends bien. Next, ça synchronise, c'est parfait. Si votre tenant Azure est créé, il n'y a rien d'autre à faire. Vous allez voir que les utilisateurs vont apparaître dans le cloud. Et alors on a après la partie customisation. Alors la partie customisation est un petit peu plus complexe. Je pense que Microsoft doit encore un petit peu travailler sur comment simplifier cette partie-là et pas avoir besoin d'avoir 10 ans d'expérience en informatique pour pouvoir le paramétrer. Néanmoins, ils sont sur la bonne voie. Ils nous proposent déjà la possibilité de le faire. Donc c'est déjà pas mal. Et donc en gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir implémenter? On va pouvoir implémenter des topologies multiforêts. Beaucoup de gens demandaient ça. Dans leurs entreprises, ils ont plusieurs forêts avec plusieurs identités à gauche, à droite, et ils veulent pouvoir implémenter un outil qui autorise de synchroniser toutes les forêts avec un tenant Azure. Utiliser un pilote avec juste quelques utilisateurs dans un groupe. Donc il y a maintenant le groupe filtering qui est activé par défaut. Donc vous pouvez dire voilà, tous les utilisateurs de tel groupe seront synchronisés et personne d'autre. Donc pour faire des tests, c'est très facile. Pas besoin de synchroniser tout l'Active Directory avec le cloud directement. Vous pouvez vraiment choisir uniquement les groupes que vous avez besoin. Le staging mode, ça c'est une grosse nouveauté aussi que je trouve très intéressante. Beaucoup de clients se sont plaints que lorsqu'ils devaient mettre à jour DIRSync, il y a une interruption de service. En fait, la synchronisation ne se fait plus puisque vous désinstallez le client et le réinstallez. Et donc ici, ils ont inventé, on va dire, ce staging mode. Ils appellent ça, ils utilisent, je crois, ça aussi dans Visual Studio Online pour faire de la publication d'applications. On en parlait à la session précédente. Donc ça veut dire quoi? Je mets un serveur en staging mode, donc je le prépare, je le configure, je le teste, il fonctionne, la synchro est réelle, mais il n'y a rien qui s'écrit dans le cloud, il n'y a rien qui s'écrit en interne. Ce serveur est en attente et il est prêt. Et donc, au moment où je bascule, mon staging serveur devient la production et mon ancien serveur. Donc je le décommissionne et je le mets de côté. Ou je peux avoir un serveur toujours en staging mode au cas où mon serveur principal se casse la figure. Donc c'est très intéressant pour faire les mises à jour, les upgrades et la pseudo-haute disponibilité. Je dirais pas ça de la haute disponibilité, mais de la disponibilité rapide, on va dire. Vous éteignez un serveur, vous allumez l'autre, vous switchez les modes et vous êtes reparti. Donc ça c'est une approche très intéressante pour faire les mises à jour du produit. Le single sign-on en utilisant la DFS, ça c'est pas nouveau évidemment, on sait toujours le configurer. Azure a des premium features, donc ça c'est ce qu'on va un petit peu voir aujourd'hui au niveau du write back des passwords. Users, groups and devices from the cloud. Donc le users, c'est groups, je n'ai pas su l'activer parce que j'ai pas d'ADFS sur mon labo. Par contre le password write back et le device from the cloud, j'ai réussi à l'activer, donc ça on va pouvoir le voir en réel. Et évidemment, la synchronisation d'attributs custom vers le cloud. Donc maintenant, il y a la nouvelle possibilité, mais on va en parler un petit peu plus tard.
un peu plus en détail. Donc, au niveau de la synchro des mots de passe, on a de nouveau, comme avec DearSync, deux modes de fonctionnement. Soit on synchronise le hash avec le cloud, donc le hash du mot de passe on-premise est synchronisé avec le cloud. L'utilisateur se connecte sur le cloud, il génère un hash. Ces deux hashes sont comparés. Si c'est correct, alors l'utilisateur accède à l'application du cloud. Si c'est pas correct, il doit réessayer fatalement. Donc, et au niveau fédération, à ce moment-là, ADFS, là on a l'ADFS on-premise, donc l'utilisateur se connecte sur le cloud le renvoie sur son ADFS, il est authentifié par l'ADFS, il reçoit son jeton et peut accéder finalement à l'application. Alors l'ADFS c'est beaucoup plus que juste ça évidemment, l'ADFS c'est vraiment un Federation Server, ça vous génère des jetons mais ça peut être utilisé comme serveur pour faire du MFA, du Multi-Factor Authentication, de la publication d'applications, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec surtout le nouvel ADFS 3.0. Donc le password sync, ça synchronise le hash du password, ça on en a dit. Ils ont une protection contre les hash attacks. Donc si j'essaie d'attaquer un compte du cloud avec des hashes que je crois être similaires avec le hash, apparemment ils ont des protections contre ça. Il n'arrivera pas avec, même s'il arrive à craquer le hash d'une manière ou d'une autre, il n'arrivera pas à accéder à une ressource on-premise parce que le hash n'est pas le mot de passe en fait. Si on essaie d'attaquer un Active Directory local avec un hash, il ne va rien se passer. Le hash n'existe pas. Et on peut utiliser un backup pour la fédération. Maintenant, vous avez un ADFS en place, vous voulez votre ADFS tombe pour une raison X ou Y, il faut vite rétablir le service, pouf, on bascule en password synchronisé, et à ce moment-là, le service est rétabli, et plus vraiment du single sign-on, l'utilisateur peut accéder de nouveaux services. Alors au niveau des multiforêts, on a évidemment différentes topologies, des forêts séparées, chaque objet dans chaque forêt est représenté une fois, donc c'est deux entités différentes on va dire. Alors le write back, c'est quelque chose qui est annoncé depuis pas mal de temps. Je me souviens déjà en 2014 on en parlait. C'est une réalité aujourd'hui. Donc le password write back est complètement supporté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crée un compte on-premise, je le synchronise avec le cloud, l'utilisateur se connecte sur une page du cloud, il change son mot de passe dans le cloud et on-premise, il y a le mot de passe qui change aussi. On va expliquer le fonctionnement au slide un petit peu plus loin. On a maintenant le user write back qui est en preview. Donc ça, je n'ai pas pu l'activer malheureusement, je n'ai pas les bonnes versions. Et le group write back qui est en preview aussi. Donc un utilisateur créé dans le cloud sera automatiquement créé on-premise et un groupe créé dans le cloud sera créé on-premise aussi. Alors vous voyez, on n'est pas encore à 100% on va dire compliant vu que ce sont des groupes qui sont masterés dans Azure AD. Donc vous allez avoir les mêmes contraintes, on va dire, que si vous synchronisiez un groupe de on-premise vers le cloud. Donc si vous synchronisez du cloud vers l'AD, l'AD ne pourra pas modifier ce groupe. Il n'y a que le cloud qui pourra le modifier. Donc il se passe un petit peu l'inverse que ce qui se passe jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous créez un groupe dans l'AD on-premise, vous le synchronisez avec le cloud, vous ne savez pas le changer dans le cloud, vous le savez changer en AD. Et maintenant, ils font l'effet inverse. Et un jour, j'espère qu'on pourra mixer les deux et pouvoir faire les deux de chaque côté. Et alors, does not support security groups or distribution groups. Donc ici, c'est vraiment des cloud groups, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est vraiment en mode preview, on n'y est pas encore. C'est pas encore public. Alors le password management write back, comment ça fonctionne? Lorsque cette fonctionnalité est activée, Azure AD Connect, donc le petit utilitaire qui est installé sur votre serveur, va créer un bus de connexion, de session entre Azure AD Services et Azure AD Connect on-premise. Et c'est au travers de ce bus qu'ils vont communiquer. Donc j'ai mon utilisateur qui se connecte avec peu importe la plateforme. Il se connecte à une page qui permet de réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. On va faire ça en démo après. La première question qui se pose, c'est est-ce que l'utilisateur est en SSO ou en password sync? S'il est en SSO, il va être renvoyé évidemment sur le serveur ADFS. S'il est en password sync, c'est lui qui va gérer comment ça va s'écrire. Donc ici, pour un utilisateur on-premise, Azure AD va envoyer le mot de passe à l'Azure AD Connect et l'Azure AD Connect va essayer de l'écrire dans l'Active Directory on-premise. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si il ne remplit pas tous les requirements qu'on a au niveau de notre password policy, il va être renvoyé. Donc le serveur AD va répondre à Azure AD Connect et dire que non, cet utilisateur ne remplit pas toutes les conditions pour créer ce nouveau mot de passe. Donc l'historique, la longueur, la complexité, donc tout ça, ce sont des choses qui doivent être remplies.
qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au lieu de juste dire « Ah, ben ça ne fonctionne pas », il va à l'utilisateur et lui dit « Vous ne remplissez pas les conditions requises pour pouvoir changer votre mot de passe, veuillez réessayer ». Et donc là, on peut réessayer. Jusqu'au moment où on a réussi à créer un mot de passe assez sécurisé et qui est accepté donc par un autre Active Directory, et il va renvoyer à l'utilisateur l'information comme quoi il a été reseté. Donc ça se fait en temps réel. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur a changé son mot de passe, on-premise, c'est son nouveau mot de passe qui est valable. Et ça, on va faire le test durant le labo. Quelques autres features, donc on peut, par exemple, il y a des AD un petit peu plus complexes où il y a des gens qui ont généré leur propre schéma avec leurs propres attributs pour leurs propres applications. Donc maintenant, on peut créer ces attributs et les synchroniser avec le cloud. On sait envoyer ces attributs dans le cloud. Il y a quelques contraintes. Donc les attributs doivent être définis sur l'utilisateur et les groupes. C'est des attributs uniquement avec une valeur unique. Integer, large integer, datetime, binary, boolean, string. C'est déjà pas mal. Sans extension à un seul objet, 256 caractères par string et 256 bytes par extension. Ça va, ça nous laisse un peu de marge quand même. J'en connais pas beaucoup qui utilisent déjà ça, mais la possibilité est là. C'est ça qui est génial. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce qui se passe lorsque je lance un script qui efface tout, sans faire exprès? Est-ce que ça va synchroniser aussi avec le cloud? Admettons, je suis en train de chipoter dans le cloud, je joue avec mes scripts ou je sais pas, je sélectionne tous les utilisateurs et je fais delete. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a des mécanismes de protection bon, déjà, il y a la corbeille, ça c'est une chose, qui existe et on-premise et dans le cloud. Et puis ensuite, il y a des mécanismes qui, par exemple, ça ne va pas exporter plus de 500 deletes en une fois. Donc tout ça est aussi configurable sur AD Connect. Donc ils ont essayé de protéger un minimum on-premise dans le cas où il y aurait des gens qui, malencontreusement, puisque ça arrive jamais de manière volontaire, ce genre de choses, auraient effacé, par exemple, toute une branche de l'Active Directory, tout un tas d'utilisateurs qu'il fallait pas effacer. Donc voilà, on sait mettre des limites, c'est 500 par défaut, mais on peut le mettre plus bas aussi. On peut mettre à 10, 20, 30, 40, peu importe. Voilà. On va passer maintenant au labo. Donc ça va être notre petit labo. En gros, tout se passe ici sur la tablette avec une connexion avec le cloud. Donc j'ai installé ici un Windows 10 Preview, le tout dernier qui est sorti. J'ai dessus un Hyper-V. Sur cet Hyper-V, j'ai 4 machines virtuelles qui tournent. Dans ces machines virtuelles, j'ai un DC qui a DNS, DC, DHCP et Azure Connect, Azure AD Connect. J'ai une petite machine qui m'autorise à accéder à Internet et j'ai 2 clients, un client qui est on-premise et un client qui est cloud. Donc la démo ici, dans un premier temps, va consister à tester le password reset. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on va d'abord sortir de la présentation. Ça, c'est pour après. Donc ici, voilà mon petit Hyper-V. J'ai 1, 2, 3, 4 machines qui tournent sur cette petite tablette, c'est magnifique quand même. Alors, donc, j'ai un AD ici qui est l'Active Directory. Donc, j'ai mon Demo Cloud 2 qu'on va utiliser. J'ai donc ma machine qui me donne accès à Internet et la démo on-premise. Alors, on va commencer par le serveur. Hop. Voilà. Affichage, mode plein écran. Voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez là, Windows Server 2016 Technical Preview 3. Donc si jamais il y a un blue screen, désolé, ça peut arriver, surtout avec des previews. Donc ici, qu'est-ce que j'ai installé comme rôle? J'ai le rôle Active Directory, donc j'ai créé un Active Directory Technofolie avec PH, parce que c'était le nom de domaine disponible que m'a fourni Arnaud. Pour faire les tests, il me fallait un vrai nom de domaine. J'ai créé quelques utilisateurs ici. Et j'ai un serveur et la station on-premise qu'on va utiliser pour les tests. Donc ça, c'était l'installation initiale. J'ai ensuite installé Azure AD Connect, qui c'est le petit exécutable MSI ici. Donc la dernière version, je l'ai téléchargé le 29 du 10.
Et donc ici, bon, je l'ai déjà configuré, je ne vais pas repasser dans la configuration, je vais juste vous montrer. Donc on peut voir la configuration actuelle. Donc ici, j'ai l'ID de mon Azure Active Directory. Quel directory est synchronisé? Quel est le compte utilisé? Administrateur, c'est pas bien, je sais, mais c'est pour la démo. Au niveau des settings, le source anchor, le user principal name et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des choses que vous avez configurées durant la première installation. Donc par exemple, maintenant, j'ai envie de changer ma configuration. Je vais customiser la synchronisation ou alors je vais configurer le staging mode. Donc le staging mode, c'est ce qu'on expliquait avant, c'est pour basculer d'un serveur à l'autre lorsqu'on veut faire une mise à jour. Donc ici, dans notre cas, on veut customiser. Suivant. Donc ici, je dois entrer mes credentials du cloud, en espérant que la connexion Internet ne va pas nous faire faux bond. Alors je vous conseille toujours, quand vous créez un tenant Office 365, il faut vous créer un compte administrateur dans le cloud. Microsoft. Donc c'est toujours mieux d'avoir au moins un compte administrateur qui soit cloud only. On ne sait jamais que la connexion se casse, que votre ADFS soit down ou je ne sais quoi. Il faut toujours avoir un compte qui soit cloud only pour pouvoir accéder à l'interface. Au moins un. Alors. Suivant. Donc là, il va se connecter à Microsoft Online, vérifier les credentials, vérifier la configuration. Voilà, donc ça ici, c'est le domaine que moi j'utilise. Il a déjà été rajouté, donc je n'ai pas besoin de le rajouter, mais normalement vous devez choisir ici votre domaine. Admettons que vous êtes en environnement multiforêt, vous allez avoir toutes les forêts qui vont apparaître ici. Bon, allez, je vais y arriver. Voilà. Ici, il n'y en a qu'une, fatalement, pour la démo. Donc ici, et alors ici, voici les options qui me sont proposées par rapport à ma configuration, ma forêt et mon Azure AD. Donc, qu'est-ce que j'ai activé ici? J'ai activé le password hash synchronization, le password write-back et le device write-back. Alors, le groupe write-back, device write-back et le directory extension attribute, c'est en preview. Le user write-back, comme vous pouvez le voir, il a disparu. Pour le moment, ils l'ont désactivé. Donc, ils l'ont activé à la version précédente, ils l'ont désactivé à cette version-ci. Il sera, je l'espère, réactivé à la prochaine version. Probablement que ça générait des problèmes. Petite précision, si vous voulez faire votre labo, ne vous mettez pas en forêt 2016, mettez-vous en forêt 2012 R2, parce que l'outil ne fonctionne pas avec le forêt 2016. Il ne détecte pas, en fait, c'est un champ qu'il ne connaît pas. Et d'ailleurs, même juste pour info, quand vous voulez faire un upgrade, un raise de la forêt ou du domaine, voilà comment elle s'appelle, Windows Server Technical Preview. Donc ça ne porte même pas un nom officiel, un Windows Server 2016 ou autre qui serait reconnu, donc c'est Technical Preview, donc fatalement la majorité des outils qui se basent sur le niveau fonctionnel d'une forêt ou d'un AD ne vont pas fonctionner parce qu'ils vont dire « Ah ben c'est pas un niveau que je connais, du coup j'arrête là ». Juste pour la petite info. Voilà, alors attention avec le write-back, le password write-back, au moment où vous allez le tester, ça j'ai perdu quand même 2-3 heures là-dessus avant de comprendre pourquoi ça marchait pas. Il me disait à chaque fois que je ne remplissais pas les conditions. Je me dis, mais enfin, mais pourquoi je remplis pas les conditions? Pourtant, je faisais rien de bien méchant, j'utilisais 10 caractères, majuscules, minuscules, tout ce qu'il fallait. Et en fait, je me suis rendu compte que par défaut, et c'est le cas pour tous les AD, le password history, pas le password history, on ne peut changer le mot de passe qu'une fois par jour. Sinon, après, il vous bloque, il ne vous autorise plus à changer le mot de passe. Donc, je ne sais plus comment s'appelle ce setting, on pourra peut-être le regarder après ensemble. Donc, si vous ne mettez pas ça à 0, vous ne pouvez pas changer votre mot de passe une première fois. Et puis, j'ai essayé de rechanger, ça ne marchait plus. Et je suis resté bloqué là-dessus pendant 2 ou 3 heures avant de me rendre compte que, effectivement, si ma policy interne m'empêche de changer mon mot de passe plus d'une fois par jour, fatalement, je ne pourrais pas le faire. Bref, encore un petit tips au cas où vous voudrez tester. Donc ici, maintenant, je change la modif comme je le veux. Bon, ici, on va la laisser telle quelle vu que ça remplit les conditions que nous, on veut pour la démo. Next. Device write-back. Il demande dans quelle forêt on va faire le device write-back. Next. Et il lance la configuration et démarre une synchronisation immédiatement. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Donc... Alors, dans Azure AD maintenant. Hop.
Donc ici, je suis connecté au portail manage.windowsazure.com. Encore une chose que Microsoft doit améliorer, c'est le nombre de portails différents qu'il y a pour accéder à ces services. On ne se souvient jamais, c'est c'est portal.azure.com, c'est manage.windowsazure.com, c'est passwordreset.azure. Enfin, il y en a 36. Pour Office 365, c'est login.microsoftonline.com. Et donc là, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de Microsoft pour uniformiser tout ça, quitte à avoir un portail unique où il nous dit voilà pour Azure, clique là, pour Office 365, cliquez là, et ainsi de suite. Donc ici, bref, je reviens à mon domaine. Donc par défaut, on a le répertoire par défaut qui est créé lorsqu'on crée notre tenant Azure. Celui-là, il ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé Technofolies avec PH que j'ai effectivement synchronisé, que j'ai intégré, on va dire, avec Azure AD. Donc ici, il a vérifié le domaine pour faire de la synchro. J'ai activé le directory sync et il me dit quand a été faite la dernière synchronisation. Alors le last sync, c'est approximatif. Je l'ai jamais vu me dire que ça a été fait il y a 3 minutes. C'est toujours minimum, il y a moins d'1 heure, il va dire. Donc ici, normalement, si tout va bien, il devrait avoir synchronisé, on va voir. Ah, il nous donne ici les quelques étapes pour déployer. Alors là où ça se corse un petit peu, c'est au niveau de la configuration. Il faut le temps que ça charge. Donc ici, en mode premium, évidemment, vous pouvez faire la customisation de la page d'accueil, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre des messages particuliers, changer certaines adresses mail et autres. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est Users Enabled for Password Reset. Est-ce que je vais restreindre l'accès au password reset? Pour des raisons XY, il y a des administrateurs qui pourraient ne pas vouloir qu'un utilisateur puisse resetter son mot de passe. Donc ici, moi, je l'ai mis sur No, puisque dans notre labo, c'est pas nécessaire. Et alors, avant qu'un utilisateur puisse resetter son mot de passe, ils doivent d'abord avoir au moins une méthode d'authentification qui soit définie. Et ici, on va définir les différentes méthodes d'authentification qu'ils vont pouvoir utiliser. Le téléphone fixe du bureau, le téléphone mobile, une adresse mail secondaire, une deuxième adresse mail, ou des questions de sécurité. Bon, dans le cadre de cette présentation, j'ai pris mobile phone parce que c'est facile, j'ai mon téléphone pour recevoir le SMS, et éventuellement alternate email adresse pour vous montrer qu'on a le choix. Mais en soi, juste une est nécessaire. Alors, combien de méthodes d'authentification ils ont besoin? 1, 2, 3, et ainsi de suite en fonction de ce que vous avez implémenté. Ici, évidemment, on va en mettre une. Si c'est 2, ça veut dire qu'ils doivent définir et leur téléphone et une adresse mail séparée. Donc comme ça, on est sûr qu'ils soient joignables pour resetter leur mot de passe. Alors ici, je demande à ce que l'utilisateur fasse le register quand il va se connecter. Donc il va se connecter la première fois au portail, il va recevoir un message disant « s'il vous plaît, enregistrez-vous, fournissez-nous vos informations pour qu'on puisse vous recontacter ». Le nombre de jours que j'accepte avant qu'il soit obligé de le faire. Si je veux customiser les contacts, et le fameux Write Back Password to On-Premise. Donc c'est juste ici cliquer sur Yes. Et en fonction de si vous avez lancé l'Azure AD Connect avec la bonne configuration, il va vous dire que c'est configuré. Et au niveau de Azure, c'est à peu près tout. Donc ici, c'est les notifications. Le multifactor, on va le voir après. Les devices, on va voir après. Le group management, on va pas trop en parler ici. Application proxy, on l'utilise pas. Identity Manager Reporting, il faut avoir un Identity Manager Server. Domain Services supplémentaires, ici dans le cadre de cette démo, on ne va pas les utiliser. Et bon, le reste, c'est pas vraiment dans le cadre de cette démo. Donc voilà, au niveau de la configuration, comment ça a été configuré. Alors maintenant, ok, ça c'est fait. Je reviens sur ma machine virtuelle qui est celle-ci. Voilà. Donc, the configuration is complete. On a terminé la configuration. Je vais créer un nouveau compte. Alors, new user. Oups. Voilà. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Une idée? Non? Ah, Michael Jackson, je ne l'ai pas encore mis. Alors, Michael Jackson. C'est bien écrit, c'est comme ça, hein? Avec CK. Le user logon name. Alors ici, bon, ça dépend un petit peu de la politique de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. Ce que je vois de plus en plus, c'est nom.prénom @ le nom de domaine public.
ce qui équivaut aussi à l'adresse mail de l'utilisateur, qui encore aujourd'hui beaucoup de fois confond adresse mail et username. Hein. Pour eux, c'est la même chose. Donc finalement, pourquoi ne pas rendre les choses plus faciles et mettre tout de suite l'adresse mail comme username? Hein, donc, Michael Jackson. Alors, on va utiliser un mot de passe simple. C'est le mot de passe @techno. Voilà. Donc, c'est le mot de passe @techno. Donc, je le dis tout haut pour qu'on puisse le vérifier après aussi. Il a accepté. Finish. Donc, qu'est-ce que je vois? J'ai Michael Jackson ici qui apparaît en tant qu'utilisateur. Donc maintenant, pour vous montrer le mot de passe, je vais prendre... Donc ça, c'est on-prem, voilà. Donc ici, j'ai une machine qui est liée à mon domaine on-premise. Donc c'est une machine qui est liée à technofolie.be. Donc je suis sur le domaine Technofolie. Je vais utiliser un autre utilisateur. Le username, c'est Michael Jackson @technofolie.be. Alors, je l'ai écrit correctement. Oui. Et le mot de passe, c'est... qu'est-ce que je dis? Le mot de passe @techno. Donc, on voit bien, c'est LMDP @techno. C'est le mot de passe que j'ai lié. Et normalement, il va autoriser l'utilisateur à se connecter. C'est la première fois qu'il se connecte, donc fatalement, en Windows 10, il doit créer le profil. Donc ici, logiquement, il devrait nous dire « Hi, I'm fixing things for you ». Voilà. Donc là, on va le laisser tourner. Je retourne sur mon DC, je vais forcer une synchro parce que, comme vous le savez, la synchro, c'est toutes les 3 heures, ça n'a pas changé. Donc la synchro des objets. Donc maintenant, ce qui a changé, c'est la façon de forcer une synchronisation. Donc avant, rappelez-vous, il fallait ouvrir un PowerShell, faire import module dir sync et puis start online coexistence sync pour ceux qui connaissent. Maintenant, il faut aller naviguer dans ces programmes files Microsoft Azure adsync/bin, lancer le directory sync client cmd.exe avec soit delta à la fin, soit initial pour une full synchro, delta pour une synchro delta. Ça, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un raccourci quelque part pour juste lancer une synchro. Alors, c'est quelque chose qu'on fait extrêmement régulièrement. Mais voilà. Donc ici, il a lancé ça a été bien vite. J'espère que ça l'a fait correctement. Donc, si je veux tester, il y a plusieurs moyens de tester. Hein. Soit vous allez dans l'Event Viewer pour regarder les événements, soit vous ouvrez toujours le bon vieux petit client FIM. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Success. Bon, il y a certaines choses qui n'ont pas synchronisé, mais ça, c'est pas un problème. Donc maintenant, si je retourne dans mon cloud, users, Michael Jackson, le voilà, notre cher ami. Donc vous voyez, c'est du live. Hein. J'ai créé le user, ça a fonctionné. Donc ici, quand on clique sur l'utilisateur, on va pouvoir modifier certains de ces champs, comme par exemple, quel est son rôle au sein de l'entreprise. Donc ici, une chose qui est pas mal aussi, c'est les différents rôles que nous allons pouvoir définir en tant qu'administrateur pour les proposer à d'autres utilisateurs. Dans notre cas ici, pour le test, ça sera un simple utilisateur. On peut même lui définir une autre adresse de messagerie. Est-ce qu'on l'autorise à accéder au service? Oui. Et le pays à partir duquel il se connecte. Donc, c'est quelque chose que j'essaie toujours de définir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup... Donc maintenant, Microsoft a intégré une nouvelle façon de détecter de la fraude. Et par exemple, quand vous avez un compte, que vous vous connectez toujours de la Belgique et tout d'un coup, il y a un essai depuis la Thaïlande, par exemple, il y a une alerte qui est levée et vous recevez cette alerte. Donc si vous ne définissiez pas le lieu de l'utilisation du compte, fatalement, vous risquez d'avoir des faux positifs. Donc ici, moi, je définis toujours l'emplacement à partir duquel le compte va être géré. Alors, ce compte, maintenant, je vais activer dessus le Premium. J'aimerais bien activer la licence Premium. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans mon domaine, sur les licences, je sélectionne donc Attribuer, je me souviens bien, et ici, je prends notre cher ami Michael Jackson et normalement, hop, c'est ici, je lui attribue une licence. Donc, on est passé à 5.
affecter les utilisateurs. Ici, on devrait voir tous les... Voilà, donc ici, j'ai mon admin qui a une licence, James Bond, Michael Jackson, Michael Margos, Penelope Cruz, donc on a tous une licence. J'ai activé le password write back, donc alors si je reprends ma présentation, tout d'abord je vais vous montrer que ça fonctionne. Michael.Jackson @technofolie.be. Donc le mot de passe c'était le mot de passe @techno. Donc c'est bien celui-là. Je me connecte. Donc c'est la première fois qu'on se connecte. Et ici donc il me demande que je configure cet aspect sécurité, autre authentification qu'on va pouvoir utiliser. Donc je fais OK, oui, je veux le configurer maintenant. Alors, qu'est-ce que je veux? Le téléphone d'authentification ou une adresse électronique d'authentification. Donc ici, je vais prendre le téléphone, je sélectionne le pays dans lequel je me trouve, Belgique, voilà. Je choisis le numéro de téléphone, donc ici c'est mon numéro de téléphone belge évidemment, c'est mon vrai numéro GSM et je demande à ce qu'il m'envoie un SMS. Et si on a du réseau et que je reçois bien, j'espère que ça va fonctionner, ça devrait. Ah, voilà, donc ici j'ai reçu un SMS avec un numéro américain qui me donne le code à entrer. Donc ici j'entre le code 211-921. C'est aussi une certaine sorte de MFA, de Multi-Factor Authentication, vu qu'il vérifie que c'est bien moi. Je vérifie et ça fonctionne. Comme on ne demande qu'un seul type d'authentification supplémentaire, on n'est pas obligé de remplir l'adresse électronique d'authentification. Donc ici, terminé. Et je vais pouvoir me connecter au portail Azure. Bon, en tant que simple utilisateur, évidemment, je n'ai pas accès à grand-chose, mais c'est juste pour vous montrer donc la validation de l'identité. Donc, qu'est-ce qu'est le MFA et comment le MFA fonctionne? Multi-Factor Authentication, qu'est-ce que c'est? C'est deux ou plus de facteurs qui permettent de vous authentifier. Donc, c'est un mot de passe ou un PIN, un téléphone, une carte de crédit ou un token hardware et quelque chose que l'on ait, un fingerprint, un retina scan ou quelque chose d'autre qui soit biométrique. Donc c'est la notion générale de multifacteur aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le Azure Multi-Factor Authentication? Donc c'est une identité d'access management standalone qui est intégrée dans l'Active Directory Premium que vous pouvez utiliser, donc activé par utilisateur. Donc ça empêche l'accès non autorisé, que ce soit à des applications on-premise ou dans le cloud, quand tout ça est bien intégré. À savoir, vous avez un Multi-Factor Authentication Server qui peut être installé on-premise, qui se connecte avec le cloud et fait le lien entre les deux. Et vous pouvez avoir aussi un Web Application Proxy qui publie des applications on-premise authentifiées avec votre Multi-Factor Authentication Server avec une identité du cloud. Vous pouvez vraiment intégrer tout ça l'un dans l'autre. Ça reste encore fort compliqué, je trouve, mais c'est là, la technologie existe, maintenant il faut qu'il la simplifie. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent déjà le MFA d'Azure. Alors comment ça fonctionne? Le plus simple, c'est soit une application mobile, c'est ce que je compte essayer de vous démontrer là aujourd'hui. Un appel téléphonique, donc c'est un opérateur robot qui vous appelle et qui vous dit voilà, votre code est un tel, un tel, un tel, un tel, ou un message texte comme celui que j'ai reçu précédemment pour setter le compte. Alors, on a plusieurs flavors, comme on dit en anglais, de Multi-Factor Authentication. On a le standalone, donc c'est une licence que vous pouvez acheter séparément. Donc là, pas besoin du premium, vous pouvez payer une licence séparée et ça revient à 1,18 € par mois par utilisateur. Ou 1,18 € pour 10 activations, 10 authentifications. Ou alors, vous l'avez dans l'Active Directory Premium, c'est intégré. Le Premium, c'est, je crois, 5 € par utilisateur par mois, quelque chose dans cet ordre-là. C'est gratuit pour les Azure Administrators, donc les comptes qui ont besoin d'être protégés par défaut. Et il y a une petite partie des fonctionnalités MFA qui est intégrée dans Office 365. Qui est déjà, pour ceux qui ont déjà un abonnement Office 365, peuvent l'utiliser. Donc ici, vous avez un petit peu toutes les possibilités qu'on va retrouver grâce au MFA, que ça soit au niveau Office 365 ou le service complet dans Azure. Donc je ne vais pas toutes les passer en détail, mais il y a des choses comme les Security Reports,
les détections de fraude et autres qui ne vont fonctionner que sur le premium. Les Trusted IPs peut aussi être très intéressant. Hein. Imaginez, il y a des sociétés qui ont leur propre réseau GSM, donc ils louent les antennes des opérateurs, mais ils ont leur propre VLAN GSM. Eh ben, on n'autoriserait que ce VLAN-là à se connecter sur les portails dans le cloud, par exemple, pour accéder à une application. Alors, comment ça fonctionne? Ben, là, c'est très très simple. Hein. L'utilisateur prend son device, essaye d'accéder à une application. On a le Multi-Factor Authentication Server on-premise qui, lui, va contacter son service dans le cloud et va envoyer la notification sur le device de l'utilisateur. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur ma tablette, je me connecte sur mon application on-premise. Hein. Cette application va vérifier mon identité, va m'envoyer une notification sur mon GSM. Je reçois la notification, je valide la notification, pouf, je peux accéder à l'application. Même chose avec les applications du cloud. Si vous avez du SAML, sous-entendu ADFS, vous essayez d'accéder avec votre device à votre cloud application, elle vous connecte avec votre Identity Authentication, que ce soit le MFA ou l'ADFS. Lui va refaire le forward et ainsi de suite, en fonction de ce que vous avez, où se trouve votre identité. Mais donc, la chose intéressante ici, c'est que pour l'utilisateur final, peu importe où il se connecte, ça sera toujours la même expérience. J'ai un login, un mot de passe et une validation à faire, que ça soit on-premise, que ça soit dans le cloud. Alors, beaucoup d'avantages. Ça, c'est de nouveau un petit peu le côté marketing. Donc, convenience. C'est facile, on n'a pas besoin de device, de certificat ou autre. C'est un bête téléphone, alors c'est compatible Windows Phone, Android, iPhone. Il n'y a pas vraiment besoin de end-user training. Si vous déployez l'application, c'est un pop-up. L'utilisateur n'a qu'à cliquer sur vérifier et il est autorisé. Donc, en général, dans les sociétés, bon, ça, je trouvais que c'était un peu limite, mais l'utilisateur remplace lui-même ses téléphones cassés. Donc, s'il utilise son propre téléphone, ben, on va pas lui acheter un téléphone s'il casse son téléphone. C'est lui qui va aller s'acheter un nouveau téléphone. Donc, c'est un coût en moins, on va dire, pour les administrateurs. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais en entreprise, on a un GSM d'entreprise. Oui et non. Il y a de tout, en fait. Moi, par exemple, j'ai mon GSM d'entreprise qui est un bête téléphone avec 4 touches dessus et j'ai mon téléphone privé qui est mon smartphone avec toutes mes applications et tout. Si je devais choisir où est-ce que je vais installer ce système de notification, c'est bien sûr sur mon téléphone à moi où je suis sûr qu'il sera compatible. Enfin bref, donc ça c'est aussi sujet à débat. Les utilisateurs vont gérer leur propre authentification, donc que ça soit le numéro de téléphone, l'application ou un mail différent, hein, en fonction de ce que vous leur proposez. Ça, c'était, souvenez-vous, quand on configure le compte. Hein. Et ça s'intègre avec l'Active Directory existant hein, pour la gestion centralisée et le déploiement de manière automatique. Donc à ce niveau-là, je dois dire que c'est assez bien résumé. Au niveau du scaling, ben, ça fonctionne avec toutes les applications on-premise qui sont connues, on va dire, qui sont compatibles soit multifacteur, soit SAML, donc pour faire de l'ADFS, donc supporte l'ADFS et le SAML. C'est un built-in dans le Microsoft Azure AD, donc a priori toutes les applications Azure sont compatibles avec ce principe d'authentification. Il y a des SDK pour que les développeurs puissent intégrer vos applications custom avec ce mode d'authentification. Et au niveau d'Azure, évidemment, ce sera toujours scalability, donc pas de problème au niveau du nombre de gestion de connexion qu'il peut y avoir. Azure est très scalable à ce niveau-là. Au niveau de la sécurité, bon, Strong Multi-Factor Authentication, toujours à partir du moment où on part sur une authentification à 2 facteurs, ben, c'est considéré comme une Strong Authentication. Real-Time Fraud Alert, donc ça c'est ce que je vous disais, s'il y a par exemple quelqu'un de Thaïlande ou de Chine qui essaye de pirater votre compte et que je vois que l'utilisateur se log à partir d'une page en Chine et le téléphone qui reçoit la notification se trouve en Europe, parce que les ranges IP sont différents, ben, il y a une alerte qui va se générer. On peut forcer le PIN. Donc ici à la démo, j'espère qu'on va pouvoir le voir. Donc ici mon téléphone n'est pas locké, enfin n'a pas de PIN, je le déloque directement comme je veux. On peut forcer au travers de policies que l'utilisateur, avant qu'il puisse vérifier la notification, il ait un PIN à encoder. Donc comme ça, c'est un facteur en plus. Non seulement il doit se connecter avec son login mot de passe, il doit avoir son téléphone avec lui, mais il doit aussi connaître son PIN. Parce qu'admettons que je suis un truand et que je vole le téléphone de la personne, j'ai volé son mail, j'ai volé son mot de passe, il faut que je vole aussi son code PIN de son téléphone pour pouvoir accéder. Donc là, à chaque fois, on réduit les possibilités de plus en plus.
Alors, reporting and login, là, évidemment, on a un audit complet de ce qu'ont fait les utilisateurs pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est parce que Microsoft facture ce service et donc doit avoir une trace d'absolument tout ce qui se passe. Et donc, fatalement, on a du reporting élevé à ce niveau-là. Et ils sont en train d'implémenter différentes compliance, l'équivalent des ISO et autres, le NIST, Level 3, l'IPA, le PCI DSS pour ceux qui connaissent, qui sont des requirements. Alors ici, le labo. Donc, je reviens. Donc ici, le labo, c'était le MFA. Alors, je vais fermer ma présentation. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Ça devrait être beaucoup plus simple. Je n'ai pas besoin d'une prémisse normalement pour faire le MFA. Donc, je prends mon Azure, je me connecte sur mon AD, mes utilisateurs, et j'ai ici en dessous gérer le multifactor authentication. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il me met à chaque fois cette page en français, ça m'horripile. J'aime bien le français, mais pour les interfaces de gestion administrative, c'est juste impossible. Alors, voilà, en anglais, c'est déjà beaucoup mieux. Je fais le Manage Multifactor Authentication. Donc ici, encore une fois, un autre portail pour gérer le MFA. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas intégré. Donc, alors ici, je vais peut-être avoir besoin du téléphone aussi. Donc, on va le brancher déjà pour vous montrer. Hop. Hop. C'est magnifique Windows 10. Yes. Magnifique. Et donc ici, pour couronner le tout, c'est un Windows 10 Preview sur le téléphone aussi. Donc je suis vraiment en full preview partout. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon utilisateur, donc Michael Jackson. Je le sélectionne et j'active le Multifactor Authentication. Enable Multifactor is now enabled for this user. Magnifique. Donc ici, toujours, c'est le mot de passe à Techno. Je me connecte. Voilà, votre administrateur exige que ce compte soit configuré pour une vérification de sécurité supplémentaire. Donc là, je vais activer le MFA. C'est la première fois que je me connecte. Je vais configurer. Donc ici, j'ai différents types d'authentification. Soit le téléphone d'authentification, soit le téléphone du bureau, soit l'application mobile. Ici, dans mon cas, j'aimerais bien utiliser l'application mobile. Donc l'application mobile, recevoir des notifications pour la vérification ou utiliser le code de vérification. Donc là, j'ai deux choix possibles et vous allez le voir durant la démo si tout fonctionne. Soit il va m'envoyer un code que je dois réencoder dans la page, soit j'ai juste un pop-up, je fais vérifier et lui automatiquement va détecter que j'ai cliqué sur vérifier. Donc recevoir la configuration, recevoir la notification, configurer. Je configure l'application mobile. Alors ici, j'ai mon magnifique QR code. Donc, là, on a le Windows Phone. On croise les doigts pour que tout fonctionne. J'espère qu'il va y arriver. Donc ici, j'ai l'application Azure. Je n'ai pas d'utilisateur qui est défini, donc qu'est-ce que je fais? Je vais scanner le barcode. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, voilà. Ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais. Magnifique. Donc voilà. Il a lié. Donc ici, c'est bien le même chiffre. Non, c'est pas le même chiffre, mais c'est pas ça le but, je crois. Donc terminé. Non, ça va être en permanence. C'est un peu comme les clés RSA, en fait. Tu vois, le code qui est ici, une fois que la barre est finie, il va changer. C'est un peu le même principe. Vérification de l'état de l'activation. L'application mobile a été configurée. Je fais me contacter. Donc là, il essaye de me joindre. Et je reçois la notification. Ici, je peux faire vérifier. Vous avez bien terminé le processus. Je ferme. Et donc ici, automatiquement, il a détecté que j'ai cliqué sur la vérification. Suivant. Terminé. Voilà, donc ici sur mon téléphone, j'ai terminé, je fais autre chose, je me suis connecté sur le portail, je me déconnecte et je vais me reconnecter. Donc toujours, premier facteur d'authentification, login et mot de passe. C'est le mot de passe. Donc c'est bien toujours le même mot de passe. Se connecter.
Donc ici, nous avons envoyé une notification sur votre appareil, et là, si tout va bien, ça je ne l'ai pas testé. Ah voilà, vous avez reçu une demande de vérification. L'application s'ouvre, je vérifie. Et normalement, en fonction, et voilà, il a détecté la vérification et me log sur la page. Donc c'est comment rajouter une device dans Azure AD. Donc ça c'est la base. Et l'idée après c'est que cette device soit inscrite dans votre Azure AD on-premise. Donc ici c'est assez simple au niveau de la configuration. Donc on demande, moi je le conseille, c'est de rajouter du multi-factor authentication. Comme ça vous êtes sûr que la personne qui va rajouter la device dans l'Azure AD, ben, c'est bien la personne qui détient le compte avec le multi-factor authentication. Il faut créer des noms de domaine DNS spécifiques, donc Enterprise Registration. Donc c'est un nom de domaine connu par défaut par toutes les machines Windows 10, pour qu'elles puissent justement contacter le bon tenant Azure. Donc si vous dites par exemple sur la machine, ben, je m'appelle michael.jackson@technofolie.be, il va chercher, la machine va chercher Enterprise Registration.technofolie.be. Elle va se baser sur l'UPN de l'utilisateur. Donc il faut customiser un petit peu Azure Connect. Pas nécessairement, mais il y a quand même pas mal de configurations, surtout la partie ADFS. Alors sur mon labo, je vous ai dit que j'avais pas d'ADFS. J'en ai eu à un moment, je ne l'ai plus maintenant. Ça a fonctionné. Jusqu'à hier soir, ça fonctionnait toujours, sans ADFS. Donc on va essayer maintenant, voir si ça fonctionne. C'est assez compliqué de activer ça sur le domaine on-premise. C'est pour ça que je dis que c'est encore en preview. Il n'y a pas le wizard qui va vous guider exactement dans tous les pas. Il faut un petit peu chipoter. Il y a un bloc qui dit de le faire d'une manière, un autre bloc qui dit de le faire d'une autre manière. Et finalement, j'ai dû composer les 2-3 sources d'informations que j'avais pour y arriver. Mais bon, ça arrive, c'est là. Donc c'est interactif et actuellement, je n'ai testé qu'avec du Windows 10 Preview. Je ne saurais pas dire si la version RTM fonctionne avec ça. Alors, le labo, très rapidement. Donc, je reviens... Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, sur mon Hyper-V, j'ai une machine cloud, enfin, que j'appelle cloud, mais qui en fait est une machine Windows 10. Restauration réussie. Alors, par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'elle ne soit pas connectée. Vu que j'ai changé. Donc voilà, lorsque vous installez un Windows 10, c'est un des écrans que vous allez voir. Est-ce que c'est votre machine ou est-ce que c'est la machine de votre organisation? Donc ici, moi, j'ai choisi que c'est la machine de mon organisation. Admettons, je suis, je sais pas moi, un sales, je suis toujours sur la route. Ma société est une société nouvelle, il n'y a pas de bureau. On n'utilise pas de bureau. Chacun, c'est du home teleworking et on est chez les clients. Donc, il n'y a pas d'IT, il n'y a pas vraiment de gestion d'IT. Et pourtant, il y a quand même un environnement contrôlé avec une infrastructure dans le cloud. Je veux pouvoir accéder à cette infrastructure de manière seamless, donc c'est-à-dire SSO, donc un seul compte partout. Et ben voilà, je veux que out of the box, ma machine soit configurée avec mon domaine Azure. Donc My Organization, ça appartient à mon organisation. Et deuxième choix, non seulement c'est un My Organization, mais c'est dans Azure AD et pas dans un domaine on-premise. Donc je prends Azure AD. Next. Donc ici, qu'est-ce que je vais utiliser comme compte? Je vais utiliser Michael Jackson. Alors Michael Jackson est un compte qui a été créé on-premise, synchronisé avec le cloud et qui va joindre une machine dans le cloud. Donc vous voyez un petit peu la logique de l'identité qui se trouve en fait partout, à tous les moments. L'utilisateur ne sait même plus si c'est un utilisateur cloud ou un utilisateur on-premise. En fait, il s'en fout, ça n'a pas d'importance pour lui. Donc Michael Jackson, technofolie.be, le fameux mot de passe. Et ici, j'espère qu'elle est toujours connectée à Internet. On va voir si elle va y arriver. Alors, la notification. Donc je rajoute une machine dans le domaine, je demandais à ce que le MFA soit activé. Je reçois la notification pour valider que c'est bien moi. C'est dommage que je n'ai plus l'écran. Voilà, je vérifie. Voilà. Alors, si le timeout est passé, il va falloir le refaire. Ah non, ça va, il l'a pris. Donc, je reviens sur ma machine virtuelle. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette machine a été rajoutée dans le domaine Azure AD. Donc,
à quoi ça va ressembler. Le temps qui prépare la machine, hein, je vais vous montrer où est-ce qu'on va retrouver cette machine. Donc, alors ici, dans l'utilisateur, je vais prendre mon utilisateur Michael Jackson. On y est presque, on va juste un tout petit peu déborder. Et pour Michael Jackson, je vois ses devices. Ah, oui. Ça n'a pas encore été processé, à mon avis. Ah, il dit ici, sign-ins have been processed up to 11... Ah non, pardon, excusez-moi, je dois changer ici. Registered device, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que je vois? Desktop 97 GKI H1 et en fait, la machine que cet utilisateur a rajoutée. Et pour vous montrer que c'est bien celle-là, hop, ouais, ça serait bien que ça prenne pas longtemps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, voilà. Donc, let's start. Donc, tout d'abord, je dois créer un PIN. Ça, c'est une demande que j'avais faite dans mon Azure AD. Donc, il doit juste créer un code PIN. Je le fais par défaut sur tous mes devices. Maintenant, je n'utilise plus le mot de passe, mais vraiment un code PIN, c'est plus sécure. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Mon cher ami Michael Jackson @technofolie.be, c'est lui qui a enregistré cette machine. Donc, j'ai un compte on-premise qui a été synchronisé avec le cloud, qui s'est connecté sur une machine que j'ai été achetée au supermarché et qu'il a rajoutée dans mon entreprise. C'est génial quand même, non? Ou pas? Mais ça dépend. Je peux comprendre que certains administrateurs voient ça et se disent non, surtout pas chez moi. Hein? Et alors, qu'est-ce que je vois ici? Que ce PC Windows fait partie de l'organisation Technofolie. Et alors ici, qu'est-ce que j'ai? Desktop 97 GKIH1. Hein? Donc ça, c'est le nom du PC, le nom par défaut. Si je retourne sur ma console, c'est le 97 GKIH1. Donc c'est bien la même machine. Hein? C'est du live, c'est du véridique. Et alors maintenant, on croise les doigts si tout a bien fonctionné. Donc après toute la configuration, la mise en place du device write back, donc il faut donner des autorisations, créer des conteneurs spécifiques, créer un service, enfin il y a plein de choses. Il y a une nouvelle OU qui se crée qui s'appelle Registered Devices. Et là. Et donc ici, ça c'est 2 des devices que j'ai réussi à enregistrer jusqu'à présent. Donc c'est un objet un petit peu particulier. On ne sait pas encore exactement ce que c'est. À mon avis, c'est encore en preview, donc on va pas... Ah ben là voilà. Ça fonctionne toujours. 97 GKHI1. Donc, j'ai mon utilisateur on-premise qui, avec son identité du cloud, a rajouté une machine de supermarché dans mon Azure AD, qui lui l'a synchronisé dans mon on-premise. D'un point de vue sécurité, vous avez les poils qui s'hérissent, mais je vais vous dire, quand tout ça sera bien goupillé, bien maîtrisé, ça permettra à un utilisateur d'avoir, par exemple, perdu son laptop, aller au supermarché, acheter un laptop et être productif en moins de 5 minutes. Peu importe où je me trouve, peu importe la device Microsoft que j'ai en main, est-ce que c'est un téléphone, est-ce que c'est une tablette, est-ce que c'est un PC fixe, est-ce que c'est un simple web browser, j'ai accès à mes ressources d'entreprise, j'ai accès à mon travail. Donc c'est ça, je pense, que essaie de faire Microsoft aujourd'hui. Ils sont sur la bonne voie. Il y a encore un petit peu de travail. Nous, on est la génération qui va connaître justement cette transition du on-premise, on-cloud, et finalement, tout va devenir qu'un gros nuage, que ce soit on-premise ou dans le cloud. Et donc voilà, moi je suis vraiment très, très impatient de voir la suite, voir comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça dans les entreprises. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont de plus en plus open-minded dans le sens où travailler dans le cloud, c'est quelque chose de tout à fait normal pour eux, et c'est pas quelque chose de bloquant. La majorité des slides de cette présentation, mis à part quelques-uns que j'ai fait moi-même, viennent du Ignite 2015 ou du Channel 9. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont pu voir des slides qu'ils ont reconnus dedans. Beaucoup d'infos évidemment sur les divers sites de Microsoft, TechNet, Learning et Developer. Encore une fois, je remercie Arnaud Yount et Vincent Fievez d'avoir organisé cet événement, Technofolie, et j'espère vous voir nombreux l'année prochaine. Voilà. Merci d'être venus.